Je suis heureuse de vous avoir ici. Suivez mon histoire jusqu'à la fin et commentez la ville d'où vous regardez. Je vous aime tellement. Ma valise a heurté le trottoir avec un bruit sourd, humide et lourd. La pluie ne s'arrêtait pas. Elle continuait de tomber comme si le ciel était en colère pour moi. Mon fils se tenait dans l'embrasure de la porte, les bras croisés, son visage crispé par le dégoût. « Tu n'es qu'un fardeau, maman », a dit Stéphane, sa voix tranchant à travers la tempête. On ne peut pas continuer comme ça. À 72 ans, je me suis retrouvée à frissonner alors que les gouttes de pluie froide se mêlaient à mes larmes. Je n'ai pas supplié. Je ne lui aurais pas donné cette satisfaction. Au lieu de cela, j'ai ramassé ma valise déjà trempée et j'ai tourné le dos à l'endroit que j'avais appelé mon foyer pendant les 3 dernières années. Mes chaussons faisaient un bruit spongieux à chaque pas, alors que je m'enfonçais dans la tempête. Pas de parapluie, pas de manteau, juste un mince pull qui était chaud il y a 2 heures. Derrière moi, la porte a claqué. Ce son est resté avec moi plus longtemps que je ne voudrais l'admettre. Je n'ai pas pleuré, pas au début. Au lieu de cela, j'ai marché jusqu'à ce que mes jambes cèdent. Les rues de notre quartier pavillonnaire ont progressivement laissé place à des routes plus larges, avec moins de lampadaires. J'ai trouvé un muret en béton sous un pont autoroutier, juste à côté de la route principale. Ce n'était pas sûr. Ce n'était pas sec, mais c'était caché. J'ai rapproché ma valise trempée, je me suis appuyée contre le mur et j'ai écouté le bruit des pneus éclaboussant les flaques d'eau. Mon corps me faisait mal, mais pas autant que mon cœur. Mes os semblaient être en papier et mon cœur en cendres. Quelques personnes sont passées. Personne n'a regardé à 2 fois. Pour eux, j'étais juste une autre femme sans abri dans une ville qui en était pleine. C'est ce qui m'effrayait le plus. Je ne me sentais plus comme Hélène Dubois. Je me sentais invisible, jetée. Je continuais d'entendre la voix de Stéphane dans ma tête. La façon dont il avait prononcé le mot fardeau, comme si j'étais une corvée, comme si les années que j'avais passées à l'élever n'avaient jamais existé. Je me suis souvenue des genoux écorchés que j'avais embrassés. Des nuits où j'avais fait des doubles gardes à l'hôpital pour payer son stage de football. Des repas que j'avais sautés pour qu'il puisse manger. Et maintenant, à ses yeux, je n'étais qu'un poids. Le vent est devenu plus mordant à mesure que je restais assise. J'ai resserré ma couverture, une fine chose en coton que j'avais trouvée dans ma valise, déjà humide. Mon corps tremblait quand même, pas seulement de froid, mais de honte, d'incrédulité. Peut-être que certains d'entre vous comprennent ce sentiment lorsque les personnes qui vous avez tout donné vous regardent comme si vous n'étiez rien. Cette nuit-là, je n'ai pas beaucoup dormi. J'ai écouté les voitures, les sirènes, le son de quelque chose qui se brisait en moi. Vers 3h30 du matin, la pluie a ralenti. Je commençais tout juste à somnoler quand j'ai entendu des bruits de pas. Ni pressés, ni lourds, mesurés. J'ai levé les yeux et pendant une seconde, j'ai cru rêver. Morgane, ma petite sœur. Ses cheveux étaient trempés, son maquillage avait coulé, mais elle me regardait comme si elle ne m'avait pas vue depuis 20 ans. Et peut-être que d'une certaine manière, c'était le cas. Nous ne nous étions pas beaucoup parlé après son déménagement dans le sud. La vie s'en était mêlée. Des histoires de famille, des choses compliquées. Mais elle était là, debout devant moi comme un miracle enveloppé dans un trench coat et de la fureur. Elle n'a rien dit au début. Elle s'est juste agenouillée à côté de moi, a écarté les cheveux mouillés de mon visage et a posé sa main sur la mienne. Et c'était tout. C'était le premier vrai contact humain que je ressentais depuis des semaines, peut-être des mois. Elle m'a aidée à me relever sans un mot, à ramasser ma valise et m'a conduite à sa voiture de location, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde.
Pas de questions, pas de jugement. Je me suis assise dans sa voiture, le chauffage à fond, une couverture sur mes épaules, essayant de ne pas m'effondrer. Elle m'a tendu un thermos de tisane, encore chaude. Ça sentait le miel et la menthe. J'ai pris une gorgée et j'ai ressenti la première lueur de sécurité depuis que j'avais quitté cette maison. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons sur l'autoroute. « Tu viens avec moi » a-t-elle dit. J'ai hoché la tête, non pas parce que j'étais d'accord, mais parce que je ne pouvais imaginer aller nulle part ailleurs. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle n'en avait pas besoin. Je pense qu'elle l'a vu sur mon visage, dans la façon dont je tenais la tasse des deux mains, comme si c'était tout ce qu'il me restait au monde. « Comment m'as-tu trouvé » ai-je finalement demandé, ma voix sonnant étrange à mes propres oreilles. Les mains de Morgane se sont crispées sur le volant. « J'ai vu la publication de Stéphane sur Facebook. Un dîner de famille. Tu n'étais sur aucune des photos ? J'ai appelé. Il m'a donné des excuses. Je ne les ai pas crues. » Les lumières de l'autoroute traversaient son visage, illuminant la détermination de sa mâchoire. Morgane avait toujours été le feu là où j'étais l'eau. Elle brûlait quand les gens l'entendaient. J'endurais. Je survivais. Mais cette nuit-là, j'ai commencé à me demander si survivre était suffisant. « Il a dit que tu étais chez une amie, » a-t-elle continué. Je savais que c'était un mensonge. « Tu n'as pas d'amis dans cette ville ? » Pas depuis la mort de Jacques. Alors j'ai conduit depuis le sud. Je t'ai cherché toute la journée. Comment savais-tu où chercher ? Un triste sourire a traversé son visage. Quand nous étions petites et que papa devenait méchant, tu te cachais toujours sous le pont près du ruisseau. Tu disais que ça te rendait invisible, mais en sécurité. Elle m'a jeté un coup d'œil. J'ai pensé que certaines habitudes nous restent. Quand nous sommes arrivés au motel à l'extérieur de Marseille, elle m'a tendu une clé de chambre et un sac de vêtements propres. J'ai pris une douche chaude, la première depuis des jours, et j'ai frotté la pluie, la saleté, l'humiliation. Je suis restée sous l'eau jusqu'à ce qu'elle devienne froide. Puis j'ai regardé mon reflet dans le miroir, jusqu'à ce que la buée le floute. Puis j'ai dormi, pas profondément, pas paisiblement. Mais j'ai dormi dans un lit. Le lendemain matin, quand elle a dit que nous allions plus au sud, vers la Ciotat, je n'ai pas demandé pourquoi. J'ai juste suivi. Parce que quelque chose en moi avait changé. Pas tout d'un coup, pas bruyamment, mais assez pour le sentir. Peut-être que vous l'avez ressenti aussi. Ce tournant silencieux. Ce moment où vous réalisez, cette fois, je ne vais pas laisser passer. Cette fois, je ne vais pas ravaler ma douleur juste pour maintenir la paix. Pas quand ça me coûte tout. Le lendemain matin est arrivé vite. J'ai ouvert les yeux sur un plafond bas d'hôtel et le bourdonnement régulier du climatiseur. Le lit sous moi était trop ferme, les draps rêches. Mais comparé au béton et à la pluie, c'était le paradis. Mes muscles me faisaient mal de la nuit précédente, mais mes mains étaient chaudes pour la première fois depuis des jours. Je me suis assise lentement, enroulant la couverture du motel autour de mes épaules. Je n'étais pas chez moi, mais j'étais quelque part. C'était suffisant. Morgane était déjà habillée et préparait ses affaires. Elle bougeait vite, concentrée, comme si elle avait planifié quelque chose toute la nuit. Elle n'a pas demandé comment j'avais dormi. Elle n'a pas offert de conversation futile. Elle a juste ramassé ma valise et a dit « Il faut y aller ». Je l'ai suivie jusqu'au parking. Le ciel était d'un bleu pâle, l'air épais d'humidité, comme ça sent toujours dans le sud de la France avant midi. Je me suis glissée sur le siège passager et dès que les portes se sont fermées, elle a mis la voiture en marche. Aucune hésitation. 10 minutes plus tard, elle s'est arrêtée à une station-service, a laissé le moteur tourner
et m'a dit d'attendre. Elle est revenue avec un thermos de café frais, un croissant jambon-fromage et un dossier. Elle m'a d'abord tendu le dossier. « Qu'est-ce que c'est ?» ai-je demandé. Les yeux de Morgane sont restés sur la route. « Le début de ta nouvelle vie. » Je l'ai ouvert, lentement. À l'intérieur se trouvait une pile de papier, des impressions d'emails, des relevés bancaires et des annonces immobilières. Je l'ai regardée, confuse. « Stéphane prépare ça depuis des mois », a-t-elle dit, la voix tendue. Après avoir vu sa publication, j'ai fait quelques recherches. Lui et Ambre sont sous l'eau avec leurs prêts immobiliers. Ils ont des dettes de carte de crédit jusqu'au cou. Les frais de scolarité de l'école privée des enfants qu'ils peuvent à peine se permettre. Mon estomac s'est noué. Alors, ils avaient besoin de ma pension de retraite. Morgane a hoché la tête. Et quand ça n'a pas suffi, ils ont eu besoin de ta maison, celle que Jacques t'a laissée, celle que tu leur as cédée il y a 3 ans quand tu as emménagé. J'ai regardé les papiers, les chiffres dansant devant mes yeux. Je leur avais donné ma maison, la petite maison de 3 chambres, où Stéphane avait grandi, où Jacques et moi avions pas 73 ans de mariage. Je l'avais cédée parce qu'Ambre avait dit qu'ils avaient besoin de plus d'espace pour les enfants, et je les ai crus quand ils ont dit que j'aurais toujours un foyer avec eux. « Comment as-tu obtenu tout ça ?» ai-je demandé, feuilletant des relevés bancaires qui n'étaient pas les miens. La bouche de Morgane s'est contractée en quelque chose qui ressemblait à un sourire. J'ai des amis dans des endroits intéressants, et Stéphane n'était pas vraiment prudent avec ses mots de passe. J'aurais dû être choquée par cette violation de la vie privée, mais tout ce que je ressentais était une douleur sourde. La preuve était là, noir sur blanc, des emails entre Stéphane et Ambre discutant de la façon dont mes plaintes constantes les rendaient fous. Des SMS sur la façon dont ils pourraient suggérer une maison de retraite une fois la situation financière réglée. « Pourquoi me montres-tu ça ?» ai-je demandé, fermant le dossier. Je ne pouvais pas supporter d'en voir plus. Morgane m'a jeté un coup d'œil. « Parce que tu dois savoir que ce n'était pas de ta faute, et parce que je veux que tu comprennes ce que je suis sur le point de faire. » Elle a ramené la voiture sur l'autoroute. Les kilomètres défilaient devant nous, les palmiers et les panneaux publicitaires se brouillant. J'ai regardé le paysage changer, devenant plus côtier, plus touristique. En milieu d'après-midi, nous traversions la Ciotat, avec ses plages de galets et ses immeubles d'appartements de standing qui bordèrent le rivage. « J'ai déménagé ici il y a 15 ans ?» a dit Morgane, brisant le silence. « Après le divorce ?» J'ai hoché la tête. J'étais au courant de son divorce avec Richard, même si nous n'en avions pas beaucoup parlé. Notre relation avait toujours été compliquée. Elle était beaucoup plus jeune que moi, presque comme une fille plus qu'une sœur. Nos parents l'avaient eue sur le tard, et après leur mort, j'avais aidé à l'élever. Mais nous nous étions éloignés au fil des ans, surtout après son départ pour l'université, et que je me sois concentrée sur ma propre famille. « J'ai créé une entreprise », a-t-elle poursuivi. « Logiciels médicaux. Ça a décollé il y a environ 10 ans. Nous avons été rachetés par une plus grande entreprise l'année dernière. » Elle a dit cela si nonchalamment, comme si elle parlait de la météo, mais je savais ce qu'elle ne disait pas. Elle avait bien réussi. Très bien. « C'est merveilleux, » ai-je dit, sincèrement. « Je suis fière de toi. » Quelque chose a traversé son visage, de la surprise, peut-être de la gratitude. J'ai essayé de te le dire, de le partager avec toi. Mais chaque fois que j'appelais, Stéphane disait que j'étais occupée, ai-je terminé pour elle. Ou que je dormais, ou que j'étais chez le médecin. Elle a hoché la tête. J'aurais dû insister davantage. Nous aurions dû toutes les deux.
Morgane a quitté la route principale pour une rue plus calme, bordée de pins parasols. Après quelques pâtés de maison, nous avons passé un portail. Elle a tapé un code, et la grille en fer forgé s'est ouverte lentement. Un gardien de sécurité nous a fait un signe de la main, et Morgane a répondu d'un signe de tête. L'immeuble était bas, de couleur crème, avec des balcons bordés de blanc et des toits de tuiles bleues. On aurait dit une carte postale. Morgane s'est garée sur une place réservée près de l'entrée. « Où sommes-nous » ai-je demandé, même si j'avais le pressentiment de déjà le savoir. « Chez toi » a-t-elle dit simplement. « C'est chez toi si tu le veux. » À l'intérieur, le hall sentait le citron et la moquette neuve. Une femme à la réception a souri et a tendu à Morgane une pochette de bienvenue. Morgane m'a désigné du doigt, sans parler. La femme m'a regardé avec gentillesse, de la manière dont les gens regardent les chiens errants qu'ils aimeraient te pouvoir aider. Nous avons pris l'ascenseur en silence. Au 3e étage, Morgane a déverrouillé la porte de l'appartement 3C et l'a poussée. C'était plus lumineux que ce à quoi je m'attendais. Les murs étaient d'un beige doux, le canapé d'un gris pâle. La lumière entrait à flot par des portes-fenêtres coulissantes qui menaient à un balcon. Je me suis dirigée vers la balustrade et j'ai regardé dehors. La mer Méditerranée s'étendait jusqu'à l'horizon. Je pouvais l'entendre, régulière, lourde, vivante. Derrière moi, Morgane a posé ma valise, s'est essuyé les mains et a dit « C'est ici que tu vis maintenant. » Et je reste dans l'appartement d'en face pendant un certain temps. Alors, ne va pas t'imaginer disparaître. Je me suis retournée, les mains toujours sur la balustrade. Je voulais dire merci, mais les mots ne semblaient pas suffisants. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête un « fois ». Lentement, Morgane s'est approchée. Je sais ce qu'il a fait. Je sais ce qu'ils ont fait. Tu n'as pas à en parler si tu ne le veux pas. Mais tu ne les laisseras plus rien te prendre. Plus jamais. Elle m'a regardé dans les yeux, son ton sec, pas sentimental. Cet endroit est à toi. Et j'ai déjà contacté Élise. Cela a attiré mon attention. Élise Moreau, ton amie avocate de l'université? Elle a hoché la tête. Intelligente, impitoyable, prudente. Elle est déjà en train de préparer les papiers. Quels papiers? Pour l'argent, a dit Morgane comme si c'était évident. Pour ta protection financière. Je l'ai regardée, sans comprendre. Quel argent? Le visage de Morgane s'est adouci. Elle m'a guidée vers le comptoir de la cuisine où elle avait laissé le dossier de tout à l'heure. Elle l'a ouvert sur une nouvelle section, un relevé de compte bancaire à mon nom. « J'ai ouvert un compte pour toi », a-t-elle dit. 5 millions d'euros. À toi seul. Je l'avais mis de côté depuis des années. Tu ne le savais pas parce que je ne te l'ai pas dit. Maintenant, tu le sais. Je me suis assise lourdement sur le tabouret de bar, le dossier sur mes genoux, le café oublié. Mes oreilles bourdonnaient, comme si quelqu'un avait déclenché un feu d'artifice dans ma poitrine. Je ne pouvais pas former une pensée complète. Pas une seule. Les chiffres étaient là sur la page, trop grands pour être ignorés, trop surréalistes pour être crus. « Je ne peux pas », ai-je commencé. « Tu peux » m'a coupé Morgane. « Et tu le feras. Tu n'es pas une invitée ici. Tu n'es pas dépendante. Tu es la propriétaire et j'ai besoin que tu commences à agir comme telle. » Elle a sorti un autre document. « L'appartement est déjà à ton nom. Pas d'hypothèque, pas de piège. J'ai déjà viré l'argent. » J'ai levé les yeux. « Pourquoi? Pourquoi ferais-tu ça? » L'expression de Morgane a changé, s'est adoucie sur les bords. « Parce que tu as tout abandonné pour moi quand maman et papa sont morts. Parce que tu as cumulé 3 emplois pour me payer l'université quand ma bourse a été annulée. Parce que tu as passé toute ta vie à prendre soin de tout le monde. » Elle a tiré une chaise et s'est assise en face de moi.
Et parce que j'ai essayé d'aider il y a 5 ans, quand Jacques est mort. J'ai proposé de te faire venir vivre avec moi, mais Stéphane a dit que tu devais rester près de tes médecins, de tes amis. Il a promis qu'il prendrait soin de toi. Je me suis souvenu de ces conversations, ou plutôt je me suis souvenu de Stéphane me les racontant, comment Morgane voulait m'expédier dans le sud, mais qu'il s'était opposé pour moi et avait insisté pour que je reste en famille. « Il a menti !» ai-je dit, d'une voix à peine audible. « Il a menti !» a confirmé Morgane. « Et je l'ai laissé faire, parce qu'il était plus facile de le croire que d'insister. C'est de ma faute. » Elle s'est relevée, une énergie nerveuse émanant d'elle. « Élise sera là demain. Elle t'expliquera tout, les protections légales, la configuration financière. Personne ne peut toucher à cet argent sauf toi. Personne ne peut prendre de décision pour toi, sauf toi. » J'ai passé mes doigts sur le relevé de compte, traçant les chiffres, comme s'ils pouvaient disparaître si je détournais le regard. Stéphane essaiera de me trouver. « Laisse-le faire, » a dit Morgane, le feu dans les yeux. « Laisse-le venir cette fois, tu seras prête. » Elle est partie peu de temps après, promettant de revenir le matin. Je suis restée seule au milieu de ma nouvelle maison. Ma maison. Et j'ai ressenti quelque chose entre la terreur et l'exaltation. L'océan dehors continuait de bouger, les vagues se brisant et se reformant, sans fin et patiente. J'ai dormi cette nuit-là dans une chambre plus grande que toutes celles que j'avais jamais eues. Les draps étaient doux, le matelas ferme, mais doux pour mon dos endolori. J'ai rêvé d'eau, de flotter, d'être portée en lieu sûr. Quand je me suis réveillée, pendant un instant, j'ai oublié où j'étais. Puis le bruit de l'océan a filtré par les fenêtres et la réalité m'a envahi comme une marée. J'étais en sécurité. J'étais chez moi. J'étais riche au-delà de tout ce que j'avais jamais imaginé. Et quelque part, à des kilomètres de là, mon fils pensait qu'il m'avait enterré, que je pourrirais tranquillement dans le coin d'un refuge. Il pensait que la honte me ferait taire. Il n'avait aucune idée que j'étais sur le point de l'enterrer avec les choses mêmes qu'il avait essayé de voler. 3 jours après mon emménagement, Morgane a organisé une petite réception de bienvenue au clubhouse au rez-de-chaussée. Elle ne m'a pas demandé si j'en voulais une. Elle m'a juste envoyé un SMS avec l'heure et m'a dit de pour RT quelque chose de bleu. Elle m'avait déjà acheté 2 nouvelles tenues et les avait suspendues dans le placard. J'ai choisi celle à manches longues, un tissu léger qui n'attirait pas l'attention, mais qui me redonnait mon apparence. Je suis restée longtemps devant le miroir, reconnaissant à peine la femme qui me regardait. 3 jours de repas réguliers, de sécurité, de sommeil, avaient déjà commencé à combler les creux de mes joues. Je suis arrivée au clubhouse quelques minutes avant 18 heures. La salle était faiblement éclairée, avec des amuse-gueules disposées sur des plateaux blancs et une vue sur la mer derrière une rangée de baies vitrées. Une douzaine de personnes étaient représentées, principalement d'autres résidents de l'immeuble. Des couples de retraités, quelques veuves. Un homme plus âgé qui me rappelait Jacques, mais en plus mince et avec un menton plus pointu. Je n'ai pas retenu la plupart de leurs noms, mais j'ai reconnu leur chaleur, celle qui ne demande pas trop tôt. Morgane s'est assurée de me garder près d'elle. Elle m'a présenté avec juste assez de détails pour être polie. Ne tombant jamais dans le personnel, elle n'a jamais mentionné ce qui s'était passé. Jamais mentionné Stéphane. Elle a juste dit aux gens que j'étais venue à la Ciotat pour un nouveau départ et que je faisais maintenant officiellement partie de la communauté. Sa voix avait ce ton régulier qu'elle utilisait pour fixer des limites. Tandis qu'elle se mêlait aux autres, je me suis retrouvée à l'autre bout de la pièce, près de la fenêtre, à regarder la lumière décliner sur l'eau. Cela m'allait de ne pas parler. Je ne voulais pas m'expliquer à des étrangers.
C'était suffisant d'être quelque part en sécurité, entouré de gens qui ne savaient pas ce que j'avais traversé. Cela a changé quand l'un des gardiens de sécurité de l'immeuble est entré par la porte latérale. Pas pour la fête, juste en patrouille. Il semblait avoir la fin de la soixantaine, des épaules larges, des cheveux gris coupés courts, un badge accroché à son polo. Il a fait un lent tour du hall, puis s'est arrêté quand il m'a vu près du bol de punch. J'ai hoché la tête poliment. Il s'est approché. « Walter Thomas », a-t-il dit en tendant la main. « Sécurité de nuit. »« Hélène Dubois ?» ai-je répondu en lui serrant la main. Sa paume était calleuse, mais chaude. Il a montré le numéro d'appartement sur mon badge nominatif. « 3C, c'est en face de celui de Mademoiselle Morgan, n'est-ce pas ?»« C'est exact, » ai-je dit. Il a souri. Elle est vive. Elle ne manque aucun détail. Vous avez quelqu'un de bien qui veille sur vous. J'ai acquiescé. Il a jeté un coup d'œil vers l'ascenseur, puis a baissé la voix d'un ton. Vous devriez peut-être garder un œil sur le trafic dans le couloir. Nous avons eu un rapport sur quelqu'un qui traînait près des boîtes aux lettres tard hier soir. Ne correspondait à aucun profil de résident. Juste pour vous prévenir. Quelque chose s'est resserré dans ma poitrine. Je l'ai remercié et j'ai noté de le dire à Morgane. Elle le savait probablement déjà. Rien ne lui échappait. Quelques minutes plus tard, Morgane a levé son verre et a tapé une cuillère contre celui-ci. La salle s'est tue. Elle a porté un court toast. Simple. Elle a juste dit qu'elle était heureuse que je sois là et que les secondes chances méritaient d'être célébrées. Les gens ont applaudi. Quelqu'un a sifflé. Et puis tout est revenu à la normale. Mais j'ai remarqué le moment où elle a terminé son discours. Ses yeux se sont tournés vers la porte. Elle l'avait vue s'ouvrir. Je me suis retournée et je les ai vus aussi, Stéphane et Ambre. Ils portaient une chemise qu'ils repassaient rarement, mais cette fois-ci, elle était impeccable. Ambre était en beige et or, les cheveux bouclés, ses talons claquant doucement alors qu'elle entrait dans la pièce. Ils souriaient comme s'ils étaient à leur place. Mon estomac s'est contracté. Morgane a marché droit vers eux. Je n'ai pas entendu ce qu'elle a dit, mais son visage a clairement indiqué qu'il n'était pas invité. Elle n'a pas élevé la voix. Elle n'a pas fait de scène, mais elle a bloqué leur chemin comme un mur de verre. Stéphane a regardé par-dessus son épaule vers moi, a souri comme si rien de tout cela ne s'était passé, comme si la dernière fois qu'il m'avait vue n'avait pas été sous la pluie, criant pendant que je m'accrochais à ma dignité comme à une flamme mourante. Je n'ai rien dit. Ma main a agrippé le bord de la table des rafraîchissements. Morgane a fait un signe à quelqu'un et un membre du personnel est intervenu. La conversation a été courte. Stéphane et Ambre ont tenu bon quelques secondes de plus, puis se sont retournés et sont sortis. Ambre n'a même pas jeté un « égard » en arrière. La salle a lentement retrouvé son rythme. Les gens ont remarqué l'interruption, mais personne n'a posé de questions. J'en étais reconnaissante. Morgane est revenue à mes côtés, a pris un morceau de fruit sur le plateau et a dit « Je t'avais dit qu'il viendrait ?» J'ai hoché la tête. Elle m'avait prévenu plus tôt ce matin-là qu'elle avait vu un commentaire en ligne d'une des amies d'Ambre. Quelque chose de trop spécifique pour être accidentel. Morgane avait déjà 3 coups d'avance. Après la fin de la réception, elle m'a raccompagnée à l'étage. Nous nous sommes dit bonsoir dans le couloir et je me suis glissée dans mon appartement. À l'intérieur, je me suis assise sur le bord du canapé et j'ai attendu. Pas quelque chose de spécifique, j'ai juste attendu. Ils étaient venus non pas pour s'excuser, non pas pour expliquer. Ils étaient venus pour voir ce qu'ils pouvaient encore obtenir. Mais maintenant, ils savaient que je n'étais plus là où ils m'avaient laissée. Je n'étais pas la femme qui était sortie sous la tempête avec sa valise. J'étais à l'intérieur,
protégée et plus seule. Pourtant, je ne me sentais pas assez en sécurité pour me reposer. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. J'ai ouvert le tiroir latéral du meuble de l'entrée et j'ai sorti un carnet neuf que Morgane m'avait donné. J'ai cliqué sur un stylo et j'ai écrit une phrase en haut de la page. Ce qu'ils m'ont pris, ils le rendront. Puis, j'ai tracé une ligne en dessous et j'ai écrit 3 mots. Maison, nom, pouvoir. La fête était finie. Le rideau était levé. Et ils étaient montés sur scène en pensant qu'ils contrôlaient toujours l'histoire. Mais j'avais le stylo maintenant, et j'allais écrire la suite. Le lendemain matin, Élise Moreau est arrivée exactement à 9 heures, comme Morgane l'avait promis. Elle était plus jeune que je ne l'imaginais, peut être la fin de la quarantaine, avec des cheveux bruns foncés tirés en une queue de cheval pratique et des yeux vifs qui ne manquaient de rien. Elle portait une mallette en cuir qui semblait chère, mais bien utilisée. Morgane a préparé le café pendant qu'Élise étalait des documents sur l'îlot de ma cuisine. Ceux-ci sont simples, a expliqué Élise en montrant la première pile. Autorisation de compte bancaire, titre de propriété pour cet appartement, papier d'assurance, tout à votre nom. J'ai hoché la tête, parcourant les documents avec une confiance croissante. Mon nom, ma propriété, mon argent. Ceux-ci, a-t-elle poursuivi, en sortant un autre dossier, sont plus complexes. Des limitations de procuration, des directives médicales anticipées et ce que j'appelle les documents forteresses, des protections juridiques contre quiconque essaierait de prétendre que vous êtes incompétente ou incapable de gérer vos propres affaires. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Madame Dubois, avez-vous des conditions médicales qui pourraient affecter votre capacité de prise de décision? Non, ai-je dit fermement. Hypertension, arthrite, lunettes de lecture, c'est tout? Bien, a-t-elle hoché la tête. Parce que votre fils pourrait essayer de prétendre le contraire. J'ai senti un frisson malgré la chaleur matinale. Il ne ferait pas ça. Morgane et Élise ont échangé un regard. Il l'a déjà fait, a dit Morgane doucement. Elle a fait glisser sa tablette sur le comptoir. Sur l'écran se trouvait un email de Stéphane à un avocat, demandant des options pour les parents âgés, montrant des signes de confusion et de mauvais jugement. La date de l'email était la veille, après qu'il m'ait vue à la fête. Mes mains se sont crispées en poings sous le comptoir. Je vois. C'est pourquoi nous faisons cela maintenant, a dit Élise, sa voix plus douce. Nous vos US feront passer une évaluation cognitive complète avec un gériatre cet après-midi. Les résultats seront documentés et notariés. De cette façon, si quelqu'un, y compris votre fils, essaie de prétendre que vous n'êtes pas saine d'esprit, nous aurons une documentation professionnelle récente prouvant le contraire. J'ai signé papier après papier, paraphant les pages, affirmant mon identité et mes intentions. À chaque signature, je sentais quelque chose grandir en moi, pas de la colère, bien qu'elle soit là aussi, mais de la détermination. Une certitude claire et froide que je ne serais pas effacée. À midi, nous avions terminé. Élise a rangé sa mallette, me laissant des copies de tout. « Une dernière chose », a-t-elle dit en sortant une carte de visite. « C'est ma ligne directe, pas mon bureau, mon portable personnel. Si quelqu'un, n'importe qui, vous contacte au sujet de questions financières, même s'ils prétendent être de la banque ou d'une agence gouvernementale, appelez-moi d'abord. » J'ai pris la carte, soudain reconnaissante pour sa compétence féroce. Après son départ, Morgane est restée. Nous avons déjeuné sur mon balcon, regardant les vagues déferler. Stéphane essaiera à nouveau, a-t-elle dit, brisant un long silence. J'ai hoché la tête. Je sais. Que lui diras-tu quand il le fera?
J'ai réfléchi à cela en regardant une mouette plongée dans l'eau. Rien. Au début, j'écouterai. Je verrai ce qu'il veut. Et puis, Morgan a attendu. Et puis je lui dirai exactement ce qu'il a fait et exactement ce que ça lui coûtera. Morgan a souri, une petite courbe satisfaite sur ses lèvres. La voilà. Voilà la Hélène dont je me souviens. Je l'ai sentie aussi, un aperçu de mon ancien moi. L'infirmière qui avait géré des salles d'urgence, qui avait affronté des maris ivres et des adolescents effrayés, qui avait tenu bon quand d'autres auraient fui. Cette nuit-là, j'ai dormi profondément pour la première fois depuis que Stéphane m'avait mise à la porte. J'ai rêvé de vagues océaniques, de rester ferme tandis que l'eau se précipitait autour de mes chevilles, mais ne pouvait pas me faire bouger. Le lendemain matin, j'ai trouvé une orchidée blanche sur mon paillasson. Pas de carte, pas de mots, juste la plante. Délicate et parfaite, comme des excuses silencieuses qui n'avaient pas le courage de frapper. Je suis restée là un long moment, sans la ramasser. L'air était chaud, le couloir silencieux. En face de moi, la porte de Morgane s'est ouverte. Elle est sortie, tenant une tasse de café dans une main, son téléphone dans l'autre. Elle a vu l'orchidée et s'est arrêtée. « Il change de tactique », a-t-elle dit, sans même cligner des yeux. J'ai hoché la tête une fois et j'ai laissé la plante où elle était. Je suis rentrée, j'ai verrouillé la porte et j'ai laissé le silence s'installer. Le jeu avait commencé, mais cette fois, je connaissais les règles et j'avais quelque chose qu'il voulait désespérément. Le pouvoir de dire non, à suivre. Que feriez-vous si votre famille vous abandonnait? Avez-vous déjà dû tout recommencer plus tard dans la vie? Commentez ci-dessous avec vos pensées et la ville d'où vous regardez. Ce soir-là, ils sont revenus, pas ensemble cette fois. Stéphane est arrivé vers 18h, portant un polo bleu que je me souvenais lui avoir acheté pour un entretien d'embauche qu'il n'a jamais eu. Son sourire était plus doux que d'habitude. Il portait un petit sac en papier du restaurant italien de la rue principale. « J'ai pensé que tu n'avais pas encore dîné », a-t-il dit, sa voix soigneusement décontractée. Je n'ai pas ouvert la porte moustiquaire. Je l'ai observé à travers le grillage, gardant mon expression neutre. « Maman. » Il a réessayé, changeant son poids d'un pied sur l'autre. « Tu as l'air en forme. »« Comment aimes-tu le quartier ?» Quand je n'ai pas répondu, il a continué à parler, remplissant le silence de bavardages nerveux. « Ambre et moi avons parlé. Nous nous sentons très mal de la façon dont les choses ont dégénéré. » Il a baissé les yeux, puis les a relevés, ses yeux cherchant les miens. « Tu m'as manqué. » Je n'ai rien dit. Mon silence semblait le déstabiliser plus que n'importe quel mot n'aurait pu le faire. Finalement, il a laissé le sac sur le banc près du mur et est parti. Je l'ai regardé s'éloigner, sans jamais bouger de ma place derrière la porte. Le lendemain matin, c'était au tour d'Ambre. Elle est arrivée juste avant midi, avec un sac de courses et un livre sous le bras. Son ton était plus léger, presque désinvolte, comme si c'était quelque chose qu'elle faisait toujours. Elle n'a pas abordé ce qui s'était passé. Elle n'a pas mentionné la fête, a juste dit qu'elle voulait passer, peut-être aider avec les courses, cuisiner quelque chose si j'étais fatiguée. Elle m'appelait autrefois par mon prénom. Ce jour-là, elle m'a appelée maman. Je l'ai observée par le Judas jusqu'à ce qu'elle parte. Elle a emporté les courses avec elle. Elle a laissé le livre, les mémoires d'une célébrité dont je n'avais jamais entendu parler. Une semaine s'est passée comme ça. L'un venait, puis l'autre, parfois avec de la nourriture, parfois des fleurs. Une fois, une photo encadrée de Stéphane enfant, tenant une canne à pêche à côté de moi sur une jetée, un souvenir qu'il pensait pouvoir utiliser comme une arme. Je n'ai pas répondu, mais j'ai observé et j'ai enregistré.
Morgane m'avait donné un petit appareil, pas plus gros qu'une clé de voiture. Il était posé près de la porte, toujours allumé quand quelqu'un s'approchait. Je ne l'ai pas utilisé pour les surprendre en train de dire quelque chose de criminel. Je l'ai utilisé pour capter le ton, l'hésitation, les schémas. Parce que leurs mots ne concernaient pas la réparation, ils concernaient l'accès. Chaque conversation tournait autour du confort, de l'inquiétude et finalement de la logistique, des factures, des comptes, de la planification de fin de vie, le langage des voleurs se faisant passer pour des soignants. Morgane a pris les enregistrements et les a partagés avec Élise. Élise n'a pas dit grand-chose au début. Elle a juste écouté, pris des notes, posé des questions sur le courrier, les emails, les appels téléphoniques. Puis elle a repéré quelque chose. Stéphane avait demandé un changement d'adresse pour ma correspondance bancaire. Il l'avait fait en ligne en utilisant un numéro de téléphone d'il y a des années qui avait été autrefois lié à mon nom. Élise l'a trouvé grâce à une analyse de sécurité qu'elle avait demandée à un contact bancaire. La demande n'avait pas encore été traitée, mais c'était un signal d'alarme. Morgane a changé les serres. Rure de la boîte aux lettres le lendemain. La nuit suivante, l'alarme incendie de mon couloir s'est déclenchée vers 2 heures du matin. Pas de feu, juste un levier tiré. Walter a examiné les images de la caméra et a capturé une silhouette floue marchant dans le couloir de service 21 minutes plus tôt. On ne voyait pas le visage. On voyait la veste, la même que Stéphane portait à la fête. J'ai demandé à Morgane d'appeler à nouveau Élise. Elle a apporté un ordinateur portable le lendemain et m'a expliqué comment configurer des alertes numériques sécurisées, toute tentative d'accès à mes comptes, toute connexion depuis un appareil non reconnu, toute demande de fichiers liés à mon nom. J'ai accepté tout. Puis je lui ai demandé si elle pensait qu'ils avaient en fini. Elle n'a pas répondu tout de suite. Ils vont essayer par la porte de derrière maintenant, a-t-elle finalement dit. J'ai demandé ce que cela signifiait. Elle a fermé l'ordinateur. Portable. Ils vont redevenir légaux, mais pas directement. Ils trouveront quelqu'un pour le faire à leur place. Un notaire, un témoin mobile, un conseiller financier qui ne connaît pas toute l'histoire. Elle avait raison. 2 jours plus tard, un homme en pantalon kaki et chemise à col a frappé à ma porte. Il a dit qu'il venait d'un groupe de planification pour personnes âgées. Il a dit que ma famille avait demandé un examen rapide de mon plan successoral, juste pour s'assurer que tout était en ordre. Il souriait comme si c'était normal, comme si les femmes de 70 ans recevaient régulièrement des visites surprises d'étrangers polis tenant des presse-papiers et des dossiers de style gouvernemental. Je lui ai dit que j'avais déjà une équipe et j'ai fermé la porte. Il est parti rapidement. Élise a déposé une plainte formelle le lendemain matin auprès de l'Office régional de protection des majeurs. Rien de dramatique, juste assez pour CR. Et un dossier, une trace. Je savais ce qui se passait. Ils essayaient de me faire paraître instable, désorganisé, vulnérable, parce que s'ils ne pouvaient pas me faire signer, ils essaieraient de prouver que je ne pouvais pas gérer. Je n'en ai parlé à personne, pas même à Morgane. Mais cette nuit-là, je me suis assise à ma table de cuisine et j'ai relu le titre de propriété. J'ai passé mes doigts sur le cachet en relief. J'ai murmuré mon nom à voix haute, non pas pour le drame, mais pour la clarté. Puis, j'ai remis le papier dans son dossier, j'ai fermé le tiroir et je l'ai verrouillé. La sonnette a retenti une fois de plus cette semaine-là. Cette fois, Stéphane a apporté du vin. Ambre attendait près de l'ascenseur. Il n'a pas demandé à entrer. Il a demandé à parler. Il a dit que les choses étaient difficiles. Il a dit que la famille devrait rester unie. Il a dit que nous pourrions peut-être parler de choses pratiques. Je n'ai pas ouvert, heurté la porte. J'ai juste parlé à travers l'entrebâillement. « Ne reviens pas !» Sa voix s'est brisée, non pas de tristesse,
mais de rage masquée en confusion. « Maman, tu ne réfléchis pas clairement. Morgane te manipule. Nous sommes ta famille. » Je n'ai pas répondu. J'ai attendu. « Tu as besoin de nous, » a-t-il dit, son ton se durcissant. « Tu penses que tu es bien installé maintenant, mais qu'arrivera-t-il si tu tombes? Qu'arrivera-t-il si tu tombes malade? Morgane ne va pas t'essuyer quand tu ne pourras pas aller aux toilettes. » J'ai fermé la porte doucement et j'ai tourné le pêne dormant. À travers la porte, je l'ai entendu jurer, puis s'excuser, puis supplier, puis jurer à nouveau. Finalement, des bruits de pas se sont éloignés. Je suis retournée à la cuisine, je me suis assise et j'ai fait une liste. 3 colonnes. Ce qu'ils ont essayé, ce qui a échoué, ce qui ne serait jamais pardonné. Je ne défendais plus rien. Je documenta, je préparais. La tempête était passée, mais les dégâts qu'elle avait laissés derrière elle serviraient de preuve. Et c'est moi qui les porterais, morceau par morceau, jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien pour eux à réclamer. 2 semaines après mon déménagement à La Ciotat, je me suis réveillée avec un SMS de Morgane. « Je passe à 10 heures. Élise aussi. On doit parler. » La brièveté m'a inquiétée. Morgane était généralement plus détaillée dans ses messages. Je me suis douchée et habillée soigneusement, choisissant un cardigan léger malgré la chaleur du sud. J'avais appris que paraître soignée était une autre forme d'armure. Elles sont arrivées exactement à 10 heures. Morgane avec un dossier sous le bras. Élise avec sa mallette omniprésente. Aucune n'a souri quand j'ai ouvert la porte. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» ai-je demandé en les conduisant à la cuisine. Morgane a posé le dossier sur le comptoir. « Stéphane a été occupé ?» À l'intérieur se trouvaient des impressions d'emails envoyées par Stéphane à diverses institutions financières. Il avait tenté d'accéder à mes anciens comptes, ceux que j'avais avant que Morgane ne crée les nouveaux. Il avait prétendu agir en tant que mon aidant. Dans un geste particulièrement audacieux, il avait envoyé une lettre à mon ancien médecin à Lyon pour demander des copies de mon dossier médical, citant des inquiétudes concernant des symptômes précoces de démence. « Il ne peut accéder à rien », m'a assuré Élise. « Nous avons tout verrouillé, mais il prépare le terrain. » « Pourquoi ?» ai-je demandé, bien que je le sache déjà. « Une demande de mise sous curatelle », a-t-elle dit d'un air sombre. « Il construit un récit selon lequel vous êtes incapable de gérer vos propres affaires. » J'ai pensé à Jacques, mon défunt mari, à quel point il avait été prudent avec nos finances, comment il avait insisté pour que je connaisse chaque détail, elle de nos comptes après sa crise cardiaque dans la 50aine. « Sois préparé, » disait-il toujours. « Personne ne veillera sur toi comme toi-même. » Il avait eu raison. J'ai regardé la pile de preuves que Stéphane accumulait contre moi. « Que faisons-nous ?»« Nous prenons les devants, » a dit Morgane. « Nous construisons notre propre récit, le vrai. » Élise a hoché la tête. « J'ai déjà déposé des avis de protection auprès des tribunaux, mais nous devons être proactifs. C'est pourquoi je suggère que nous organisions une réunion de famille. » Je l'ai regardé fixement. « Vous voulez que je m'assoie avec eux après tout ça ?»« Selon nos termes, » a précisé Élise. « Dans mon bureau, avec des témoins. Nous mettons tout sur la table, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils essaient de faire, et ce qui arrivera s'ils continuent. » Morgane m'a observé attentivement. « C'est ton choix, Hélène. Nous pouvons continuer à jouer en défense, ou nous pouvons affronter cela de front. » J'y ai réfléchi au visage de Stéphane la nuit où il m'avait mise à la porte, aux chaussures de marque d'ambre qui coûtaient plus qu'un mois de ma pension de retraite, à la pluie qui trempait mes vêtements alors que je m'éloignais de ce que je pensais être ma maison. « Organisez-la, ai-je dit finalement.
Mais à une condition. Elles ont attendu. Je parle la première. 2 jours plus tard, la réunion était organisée. Stéphane et Ambre avaient accepté étonnamment vite, un fait qui a rendu Élise méfiante. Nous sommes arrivés en avance, prenant place dans l'élégante salle de conférence d'Élise surplombant la baie. Morgane s'est assise à côté de moi, une présence rassurante. Élise s'est positionnée en bout de table, son bloc-notes prêt. Quand Stéphane et Ambre sont entrés, j'ai failli ne pas les reconnaître. Ils avaient l'air épuisés. La chemise de Stéphane était froissée au col. Le maquillage habituellement parfait d'Ambre ne pouvait cacher les cernes sous ses yeux. Ils étaient accompagnés d'un homme en costume gris qui s'est présenté comme Laurent Philippe, leur avocat. Je me suis redressée, les épaules en arrière, le menton levé. J'avais répété ce que j'allais dire. Je l'avais répété devant le miroir jusqu'à ce que les mots me semblent naturels. Élise a commencé par les formalités, expliquant qu'il s'agissait d'une discussion informelle, bien qu'elle soit enregistrée avec le consentement de tous. Puis, elle s'est tournée vers moi. « Madame Dubois, vous vouliez parler en premier ?» J'ai pris une profonde inspiration et j'ai regardé directement mon fils, le garçon que j'avais élevé seul après la mort de Jacques, l'homme qui m'avait mise à la porte sous la pluie. Il y a 3 semaines, tu m'as traité de fardeau et tu m'as mise à la porte de ta maison pendant une tempête. Ai-je commencé, ma voix stable. Tu savais que je n'avais pas de téléphone portable, et nulle part où aller. Tu savais que je t'avais donné ma maison, la maison que ton père et moi avons mis 30 ans à payer. Tu savais que ma pension de retraite allait sur ton compte chaque mois. Stéphane s'est agité, mal à l'aise. Ambre regardait ses mains. J'ai passé cette nuit-là sous un pont, ai-je continué. J'ai 72 ans et j'ai dormi sur du béton sous la pluie, parce que mon propre fils a décidé que je ne valais pas l'espace que j'occupais dans sa maison. Maman, ce n'est pas... a commencé Stéphane. J'ai levé la main. Je n'ai pas fini. La pièce est tombée dans le silence. Depuis, vous avez essayé d'accéder à mes comptes bancaires. Vous avez tenté de réacheminer mon courrier. Vous avez dit à mon médecin que j'avais la démence. Vous avez envoyé un étranger à ma porte pour me faire signer des papiers. Et la nuit dernière, vous avez appelé la police pour faire une visite de contrôle, prétendant que j'étais suicidaire. C'était une nouvelle pour Morgane et Élise. Elles se sont toutes deux tournées brusquement vers moi. Les officiers ont été très compréhensifs quand j'ai expliqué la situation. Ai-je dit calmement. Ils m'ont même suggéré de déposer une plainte pour harcèlement. J'ai sorti un dossier de mon sac, celui que j'avais rempli de notes, de preuves, de mes observations silencieuses. Voici tout ce que vous avez fait, documenté et daté. Et ceci, j'ai fait glisser un second dossier sur la table. Est tout ce que je suis prête à faire si vous continuez. Leur avocat a tendu la main pour le prendre, mais Stéphane a été plus rapide. Il l'a ouvert, son visage pâlissant à la lecture. À l'intérieur se trouvait un projet de plainte civile pour abus de faiblesse, exploitation et fraude. À côté, une lettre à l'administration de l'hôpital où Stéphane travaillait comme administrateur, détaillant ses actions. « Tu ne ferais pas ça ?» a-t-il murmuré. « Je l'ai déjà fait ?» ai-je dit doucement. Tout est déposé, prêt à être soumis au tribunal. Une tentative de plus d'accéder à mes finances. Une visite de contrôle de plus. Un étranger de plus à ma porte, et tout devient public. L'avocat s'est penché pour lire les documents, son masque professionnel glissant un instant. Il s'est tourné vers Stéphane, murmurant quelque chose que je n'ai pas pu entendre. « Madame Dubois » a-t-il dit, reprenant son sang-froid. « Mes clients veulent simplement s'assurer de votre bien-être. Ils s'inquiètent de ce changement soudain dans votre situation de vie et de l'influence que votre sœur pourrait avoir. » « Laissez-moi vous arrêter là »
a coupé Élise. Madame Dubois a subi une évaluation cognitive complète. Elle a été examinée par 2 médecins indépendants. Elle est parfaitement saine d'esprit. Toute suggestion contraire pourrait être considérée comme diffamatoire. Ambre a finalement parlé, sa voix cassante. Nous essayons d'aider. Tu oubliais des choses. Tu perdais constamment tes lunettes, tes clés. J'ai failli rire. Tout le monde perd ses lunettes, Ambre. Cela ne justifie pas de voler ma maison. Nous n'avons pas volé, a commencé Stéphane. Vous m'avez manipulé pour que je la cède, ai-je interrompu. Vous avez promis que ce serait toujours ma maison. 3 ans plus tard, vous m'avez jeté comme un déchet. Le silence qui a suivi était lourd, brisé seulement par le bruit de la climatisation. Que veux-tu ? A finalement demandé Stéphane, vaincu. Je veux que vous me laissiez tranquille, ai-je dit simplement. Je ne veux aucun contact, aucun appel, aucune visite, aucun cadeau laissé à ma porte. Je veux que vous reconnaissiez formellement par écrit que je suis saine d'esprit et capable de gérer mes propres affaires. Et je veux que vous signiez une déclaration confirmant que vous n'avez aucun réclamation sur aucun de mes biens, maintenant ou à l'avenir. Leur avocat a commencé à objecter, mais Stéphane a levé la main, l'arrêtant. « Et si nous faisons ça ?» a-t-il demandé. « Alors nous en avons fini, » ai-je dit. La plainte reste déposée, mais non soumise. Votre hôpital ne recevra jamais cette lettre. Nous suivons des chemins séparés. Stéphane m'a regardé, quelque chose comme de la reconnaissance vacillant dans ses yeux. Peut-être me voyait-il clairement pour la première fois depuis des années, non pas comme une vieille femme à gérer, mais comme sa mère, avec toute la force qui l'avait élevée. « Et les enfants ?» a-t-il demandé doucement. « Tes petits-enfants ?» C'était la question que je redoutais. J'aimais ces enfants, Emma, 6 ans, avec son sourire édenté. Lucas, 4 ans, avec les yeux de son père. J'avais aidé à les élever pendant que Stéphane et Ambre construisaient leur carrière. « C'est à vous de voir, » ai-je dit, ma voix plus douce. « Si vous pouvez respecter mes limites, si vous pouvez leur apprendre à faire de même, alors peut-être qu'avec le temps, nous pourrons discuter de visites supervisées. » Ambre a émis un petit son blessé. « Supervisées ? Comme si nous étions des criminels. Comme si vous étiez des personnes qui ont prouvé que je ne peux pas vous faire confiance, » ai-je corrigé. La réunion a duré 1 heure de plus. Les détails ont été réglés, les documents examinés. À la fin, Stéphane et Ambre avaient accepté toutes mes conditions. Leur avocat avait l'air soulagé. Peut-être avait-il vu la faiblesse de leur position dès le début. Alors qu'ils se levaient pour partir, Stéphane s'est arrêté près de ma chaise. « Je ne voulais pas que ça aille aussi loin, » a-t-il dit, la voix basse. J'ai levé les yeux vers lui, cet homme qui avait été mon petit garçon. « Si, tu le voulais. Tu ne t'attendais simplement pas aux conséquences. » Il a tressailli, puis a hoché la tête une fois et est sorti. Après leur départ, Morgane m'a serré la main. « Tu as été magnifique. » Je n'étais pas sûre que magnifique soit le mot juste. Je me sentais vide, épuisée. Il n'y a pas de victoire à devoir se protéger de son propre enfant. Mais il y avait de la clarté, et avec elle, une sorte de paix. Plus tard cette nuit-là, dans le calme de ma nouvelle maison, j'ai sorti un vieil album photo, l'une des rares choses que j'avais réussi à prendre avant de quitter la maison de Stéphane. Des photos de lui bébé, bambin apprenant à marcher, adolescent fier dans son costume de bal de promo. J'ai tracé son visage du bout du doigt, me demandant quand il avait changé, quand l'argent et le statut étaient devenus plus importants que la famille, quand l'influence de sa femme avait éclipsé les valeurs que je pensais lui avoir inculquées. Ou peut-être que le changement avait été plus progressif, une lente
Érosion du respect. Un droit rampant qui grandissait à chaque concession que je faisais. Peut-être qu'en essayant de lui faciliter la vie, j'avais rendu trop facile pour lui de me prendre pour acquise. J'ai fermé l'album et je l'ai rangé. Le passé était important, mais ce n'était plus là que je vivais. Demain était un nouveau jour dans ma nouvelle vie. Et cette fois, c'était moi qui écrivais les règles. Morgane n'a pas perdu de temps. 2 jours après la réunion avec Stéphane et Ambre, elle a frappé à ma porte à 10 heures précises, avec une pile d'enveloppes dans une main et sa tablette dans l'autre. Ses cheveux étaient relevés en un chignon serré, et son expression me disait que nous avions dépassé le stade des avertissements polis. Elle a tout posé sur le comptoir de la cuisine et a ouvert le premier dossier. « Ils vont réessayer », a-t-elle dit. « Mais cette fois, ce ne sera pas par le charme. Ce sera légal. » Je l'ai regardé étaler, les pages une par une. Des lettres, des emails, des captures d'écran. La poussière numérique laissée par l'activité récente de Stéphane et Ambre. Morgane avait discrètement payé un détective privé pour surveiller tout mouvement financier ou juridique impliquant mon nom. Ce qu'elle a trouvé était subtil, mais sans équivoque. Stéphane avait contacté un petit cabinet d'avocats hors de l'État pour se renseigner sur les transferts de procuration et les autorisations de soins aux personnes âgées. Ambre avait envoyé des messages à quelqu'un sur le Bon Coin pour engager un notaire pour des services de documentation à domicile. Morgane a tapoté l'un des papiers. Ils vont faire en sorte que ça ait l'air officiel, livré en main propre, personnel. Ils pensent que tu es assez faible pour signer quelque chose s'ils viennent en pleurant. Elle m'a regardé, les yeux fixes. J'ai besoin que tu fasses exactement ce que je dis. Je n'ai pas discuté, non pas parce que j'avais peur, mais parce que je comprenais quelque chose, maintenant, que je n'avais pas entièrement accepté auparavant. Il ne s'agissait pas d'un malentendu ou de distance. Il s'agissait de contrôle. Stéphane et Ambre ne voulaient pas m'aider. Ils voulaient ce qu'ils pensaient que je ne méritais plus de gérer. Alors, j'ai dit oui à Morgane. Je suivrai ses instructions. Cet après-midi-là, nous avons invité quelques voisins à prendre le café. Rien de formel, juste un après-midi décontracté avec des plateaux de fruits et des pâtisseries. Assez de monde pour créer un cadre social sans éveiller les soupçons. Morgane a dit au concierge de laisser monter Stéphane et Ambre s'ils se présentaient. Elle ne les a pas invités, mais elle s'est assurée que quelqu'un leur ouvrirait. Puis elle a glissé un appareil d'enregistrement sous la table d'appoint près du canapé et s'est assise comme si nous nous attendions à ce que le temps change. Cela a pris moins de 21 minutes. Stéphane a frappé. Morgane n'a pas bronché. J'ai ouvert la porte. Il a souri, comme si nous étions des amis de longue date. Ambre se tenait derrière lui, tenant un sac cadeau avec du papier de soie doré qui dépassait. Elle portait du rose pâle et des perles. Ils avaient répété cela. Stéphane est entré le premier. Salutations bruyantes, blagues sur le fait de passer pendant qu'ils étaient dans le coin. Ambre a posé le sac sur la table et a sorti une boîte de biscuits faite maison. « Merci », ai-je dit sans émotion. Morgane observait tranquillement depuis son fauteuil. Après 5 minutes de bavardage superficiel, Stéphane s'est penché en avant, les mains jointes. « J'ai apporté quelque chose à te faire voir », a-t-il dit. Il a sorti de sa mallette un document agrafé. La première page portait des lettres en gras en haut. Accord de bien-être familial et de propriété. Morgane a jeté un coup d'œil au titre et a croisé les jambes. Stéphane a fait glisser les papiers sur la table vers moi. Juste quelque chose pour faciliter les choses, pour qu'on puisse aider. Tu sais, coordonner les trucs médicaux, simplifier le processus en cas d'urgence. Il a souri à nouveau. Trop long, trop forcé. J'ai pris la première page et j'ai lu en silence. Il y avait 6 pages. Au milieu se trouvait un paragraphe intitulé « Autorisation de procuration temporaire », suivi d'un autre intitulé « Clause de surveillance financière ». Le langage était prudent,
pas ouvertement prédateurs, mais il donnait à Stéphane un accès total pour agir en mon nom concernant les décisions médicales et financières. Il l'autorisait également à ouvrir et à gérer des comptes bancaires en accès conjoint. J'ai posé le papier. Je n'ai pas parlé. Morgane s'est levée. Elle est allée à la cuisine, a pris un second dossier et est revenue. De celui-ci, elle a sorti un document presque identique. Seulement, celui-ci avait une ligne rouge au milieu. Ceci est une copie de la version que vous avez fait rédiger la semaine dernière avec ce juriste à Toulon, a-t-elle dit à Stéphane. L'email original est horodaté. Le langage est mot pour mot. Le visage de Stéphane s'est figé. Ambre est restée silencieuse. Morgane s'est tournée vers moi. « Vas-y, demande-leur à quoi ça sert vraiment. » Je n'en ai pas eu besoin. Le silence disait tout. Morgane a ouvert l'application d'enregistrement sur sa tablette et l'a laissé tourner. Puis elle a élevé la voix juste assez pour que les voisins l'entendent. « Je veux que tout le monde sache, » a-t-elle dit, que ce document a été conçu pour dépouiller Hélène de ses droits financiers sous couvert d'assistance. C'est à cela que ressemble la manipulation familiale. Stéphane s'est levé rapidement. « Tu ne comprends pas ce que nous essayons de faire, » a-t-il dit. Ambre a attrapé Enbra. Morganette est restée calme. « Non, je comprends exactement. Et l'État français aussi. Ainsi que le Conseil de l'Ordre. Ainsi que la communauté que vous essayez d'impressionner avec de fausses larmes et des biscuits. » La voix de Stéphane s'est brisée. « Tu fais une scène. » Morgane a ri une fois, sèchement. « Une scène ? Non, c'est de la clarté. » Elle s'est tournée vers moi et a hoché la tête. Je me suis dirigée vers la table, j'ai pris le contrat qu'ils avaient apporté, et je l'ai déchiré en deux. La pièce est devenue silencieuse. Les voisins ont cessé de parler. Stéphane m'a regardé avec quelque chose que je n'avais pas vu depuis des années. La peur. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas juré. J'ai simplement tenu les pages déchirées. Et j'ai dit, voilà ce qui arrive quand on confond le silence avec la faiblesse. Morgane a fait un geste vers la porte. Stéphane et Ambre sont sortis, cette fois sans se retourner. Je me suis assise lentement, mes mains encore chaudes du papier. Morgane m'a apporté un verre d'eau. Les voisins ont murmuré, puis se sont poliment excusés. Quand la pièce a été vide, Morgane a parlé à voix basse. Ils essaieront autre chose. J'ai hoché la tête, je le savais aussi. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que nous avions de l'avance maintenant, et je ne me contentais pas de tenir la ligne. J'étais prête à tout reprendre, morceau par morceau, nom par nom. Et cette fois, ils ne le verraient jamais venir. La semaine suivante, j'ai reçu un SMS de Stéphane. « Maman, nous voulons nous excuser correctement. Dîner de famille chez nous ce dimanche à 18h. Tu manques aux enfants. S'il te plaît, viens. » Je l'ai montré à Morgane, qui a immédiatement secoué la tête. C'est un piège. Bien sûr que ça en est un, ai-je convenu. Mais j'y vais quand même. Morgane m'a regardé comme si j'avais perdu la tête. Pourquoi irais-tu sur leur terrain après? Est-ce tout ce qu'ils ont essayé? Je lui ai montré le dossier que j'avais préparé, des documents d'Élise, des relevés financiers et quelque chose de nouveau. Des papiers établissant la Fondation Hélène Dubois, une organisation à but non lucratif dédiée à soutenir les victimes âgées d'exploitation familiale. Parce qu'il est temps qu'ils comprennent à qui ils ont vraiment affaire, ai-je dit. Morgane a étudié les documents de la Fondation, ses yeux s'écarquillant. « Tu transfères tes biens à une fondation? Quand as-tu décidé ça? » La nuit où ils ont apporté ce contrat, ai-je dit. Élise m'a aidé à la mettre en place. Tout va à la fondation. L'appartement, les comptes, tout. Le conseil d'administration supervisera tout.
Et qui est au conseil d'administration? A-t-elle demandé. Toi, Élise, Walter de la sécurité et Madame Chen du 2B. Elle était juge avant de prendre sa retraite. Morgane s'est rassise, impressionnée. Tu as été occupée. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit en souriant à ma sœur. Dimanche, j'ai porté une robe bleu marine douce, celle avec le col montant et les manches longues. J'ai attaché mes cheveux et j'ai porté ma montre en or, celle que Jacques m'avait offerte pour notre 25e anniversaire. Je n'ai emporté que mon sac à main avec les documents de la fondation à l'intérieur. Morgane a insisté pour me conduire. J'attendrai à proximité, a-t-elle dit. Si tu n'es pas sorti dans 2 heures, j'entre. Je lui ai tapoté la main. Tout ira bien. La maison n'avait pas changé. Revêtement blanc, paillis, frais, une nouvelle couronne sur la porte, comme si tout cela pouvait dissimuler l'amertume qui s'accrochait au mur. Ambre m'a accueilli avec un sourire trop large. Ses yeux ont parcouru ma tenue, essayant de la lire comme un signal. Elle s'est écartée, me laissant entrer avec une main sur mon dos, ferme et contrôlante. Elle, à table de la salle à manger, était dressée pour 7. Stéphane, Ambre, leurs 2 enfants, les beaux-parents de Stéphane et moi. Le couvert supplémentaire m'a dit qu'il s'attendait à ce que j'amène Morgane. J'étais contente de ne pas l'avoir fait. Emma et Lucas ont couru vers moi dès qu'ils m'ont vue, enroulant leurs petits bras autour de mes jambes. Emma a levé les yeux, son visage sérieux. Papa a dit que tu étais en voyage spécial. Tu es revenue maintenant? Mon cœur s'est serré. Je vis dans un nouvel endroit, ma chérie, mais je ne suis pas loin. Lucas a tiré sur ma robe. On peut venir te voir? Papa dit qu'on ne peut pas te rendre visite. Avant que je puisse répondre, Ambre est intervenue, guidant les enfants vers leur siège. Mangeons d'abord, ensuite nous pourrons parler de tout ça. Nous nous sommes assis, nous avons mangé. La nourriture était bonne, un peu trop parfaite. Ils ont parlé des notes des enfants, du fait que Stéphane envisageait un changement de travail. Ambre a complimenté le plat qu'elle avait préparé 2 fois avec le genre de ton qui nécessitait une approbation. J'ai hoché la tête poliment. J'ai répondu quand on me le demandait. Je n'ai rien abordé des derniers mois, et eux non plus, pas directement. Mais à peu près à la moitié du dessert, Stéphane s'est adossé à sa chaise et a poussé un soupir. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps, a-t-il dit. À la façon dont les choses se sont compliquées, et je sais que nous avons tous fait des erreurs. Mais je déteste la distance entre nous. Ambre a pris sa main. Et avec les enfants qui grandissent, a-t-elle ajouté. Nous ne voulons juste aucun regret. Nous voulons qu'ils sachent à quoi ressemble une vraie famille. C'était à mon tour de hocher la tête. J'apprécie cela, ai-je dit. Vraiment. Ils ont souri, puis Stéphane a dit la phrase attendue. Je me demandais. Maman, si nous pouvions parler un jour de la façon dont nous avançons, peut-être revoir certaines des décisions qui ont été prises quand les choses étaient tendues, surtout en ce qui concerne les questions successorales. La voilà, le gant de velours retiré, la main en dessous qui se tendait. J'ai laissé la pause s'installer juste assez longtemps. Puis, j'ai pris l'enveloppe dans mon sac. Bien sûr, ai-je dit, mais je pense qu'il vaut mieux que nous soyons tous clairs. Alors j'ai fait rédiger quelque chose? J'ai fait glisser l'enveloppe sur la table. Les doigts d'Ambre ont tressailli avant qu'elle ne se reprenne. Stéphane l'a prise et l'a ouverte. À l'intérieur se trouvait un addendum notarié. Il décrivait la création permanente de la Fondation Hélène Dubois. Il confirmait que l'appartement dans lequel je vivais, les comptes bancaires, tout était légalement et irrévocablement lié à la Fondation. Il énumérait les bénéficiaires, un programme de bourse pour les mères célibataires de plus de 60 ans,
un fonds de soins pour les victimes d'abus de personnes âgées et un projet de sensibilisation médicale communautaire nommé d'après Jacques. Le visage de Stéphane s'est raidi. Le sourire d'Ambre s'est fissuré sur les bords. « Vous voyez » ai-je dit doucement. « J'y ai pensé aussi, beaucoup. Et j'ai réalisé que je ne veux pas passer le reste de ma vie à m'inquiéter de savoir qui mérite quoi ou qui pense avoir droit à une part de quelque chose qu'il n'a jamais construit. » Stéphane a dégluti difficilement. Je pouvais voir la chaleur derrière ses yeux. Il se retenait, essayant de garder le contrôle. « Je ne vous coupe pas les ponts, » ai-je ajouté, « mais je choisis la paix, la clarté et la protection. » Personne n'a rien dit. Les enfants étaient figés, confus, trop jeunes pour comprendre le courant sous-jacent, mais assez vieux pour sentir la tension s'installer, et pas « hiss » dans l'air. Je me suis levée lentement. Le dîner était délicieux. Merci. Ambre a commencé à parler, mais les mots ont trébuché. Elle a essayé de sourire à nouveau, mais a abandonné à mi-chemin. À la porte, Stéphane m'a suivi. « C'est tout ?» a-t-il dit, la voix basse. Je n'ai pas arrêté de marcher. « Maman !» a-t-il répété, un peu plus fort, un peu plus sec. Nous essayions de réparer les choses. Je me suis finalement retournée. « Non !» ai-je dit. « Vous essayez de regagner l'accès. » Il a tressailli. « Mais ce que vous avez perdu, c'est la confiance. Et ça, je ne le distribue pas comme une part de gâteau. » Je suis partie. De retour dans ma voiture, Morgane attendait exactement là où elle l'avait promis. J'ai expiré. C'était fait. Pas de cri, pas de tribunal. Juste la vérité, documentée, signée, scellée et livrée. Il m'avait sous-estimé. Pas seulement en tant que mère, veuve ou vieille femme, ils avaient sous-estimé M. À mémoire, ma détermination, ma capacité à planifier. Et maintenant, pour la première fois depuis des années, j'ai dormi cette nuit-là sans verrouiller la porte 2 fois, parce qu'il ne pouvait plus m'atteindre, ni en droit, ni en mensonge, ni en héritage. À suivre, avez-vous déjà dû tenir tête à une famille qui a profité de vous? Comment avez-vous géré la situation? Commentez ci-dessous avec vos expériences et la ville d'où vous regardez. 3 jours après ce dîner, je me suis réveillée au son de gravier crissant sous des pneus, devant ma fenêtre. J'ai légèrement écarté le rideau, pas assez pour être vue. Le 4x4 de Stéphane était garé dans l'allée. Il est resté un instant dans la cabine, puis est sorti, faisant quelques pas comme s'il n'avait pas décidé ce qu'il était venu faire. Il était encore tôt, pas même 8 heures. Le brouillard matinal de la plage ne s'était pas encore levé. La rosée était posée sur la vitre comme un voile, entre moi et ce que c'était. Je n'ai pas ouvert la porte. Il a frappé 1 fois, puis 2 fois de plus doucement. Puis, il est parti. 10 minutes plus tard, un appel est arrivé. Numéro inconnu. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Le message était court, sa voix calme mais tendue. Il a dit qu'il respectait mon choix, qu'il me donnerait de l'espace, qu'il comprenait maintenant ma position. Cela semblait presque civil, presque. Mais l'après-midi, je savais que quelque chose avait changé. Morgane m'a appelée, la voix tendue. Elle venait de raccrocher avec quelqu'un qu'elle connaissait au greffe du tribunal. Apparemment, une nouvelle requête avait été déposée. Stéphane et Ambre tentaient à nouveau de contester ma capacité mentale, cette fois en vertu d'une autre clause. Ils essayaient d'utiliser ma fondation comme preuve que j'étais manipulée, exploitée financièrement, que je ne pouvais pas agir en pleine lucidité. Je naine. Aïe pas bronché. Morgane m'a demandé si je voulais qu'elle réponde. Je lui ai dit « Non, pas encore. » Parce que parfois, il faut attendre. Il faut laisser les gens s'enfoncer plus profondément. Il faut laisser la corde s'allonger suffisamment
pour que la chute soit finale. Le lendemain matin, je suis allée en ville, pas pour voir un avocat, pas pour répondre légalement. Je suis allée à la boulangerie. À l'intérieur, la propriétaire, Jacqueline, m'a longuement regardée, puis a souri. Elle avait 5 ans de plus que moi, marchait avec une canne, tenait la boutique avec sa petite fille. Nous avions parlé quelquefois auparavant de la subvention communautaire que j'avais mise en place par le biais de la fondation. Je me suis assise avec elle, je lui ai dit que j'avais une proposition. Cet après-midi-là, nous avons imprimé des prospectus. Le lendemain, des affiches étaient accrochées dans les bibliothèques, les cliniques, les refuges. La Fondation. Hélène Dubois lance les journées communautaires. Ateliers gratuits, repas, consultations pour les femmes âgées, cherchant à réintégrer le marché du travail, à échapper à l'isolement, à protéger leur patrimoine. L'événement a eu lieu à la mairie, à seulement 2 rues du bureau d'assurance de Stéphane. 200 personnes se sont présentées. À la fin de la semaine, la fondation était dans le journal local, puis dans un journal régional, puis sur un blog national sur les droits des aînés. Je suis restée silencieuse pendant tout ce temps. Je n'avais pas besoin de parler. La visibilité était sa propre défense. Vendredi, Élise est passée. Elle avait entendu dire que Stéphane et Ambre rencontraient un deuxième avocat, quelqu'un d'agressif, quelqu'un de bruyant. Elle m'a prévenu qu'ils ne reculaient pas. J'ai souri, je l'ai remercié. Et puis, je lui ai remis une série de documents. Ils n'étaient pas pour moi. Ils étaient pour le conseil d'administration de la Fondation. Des personnes que nous avions soigneusement choisies. Aucune de la famille, toute forte. J'avais cédé cette maison, les comptes restants, et même mes droits nominaux à la clause de protection de la Fondation, ce qui signifiait que peu importe l'accusation qui m'était adressée, rien ne pouvait être liquidé ou touché sans l'approbation complète du Conseil. Les yeux d'Élise se sont écarquillés en lisant. « Vous fermez toutes les portes. » J'ai hoché la tête. « Laissez-les essayer. Ils ne font que prouver mon point de vue. » Dimanche, ma sonnette a de nouveau retenti. Cette fois, c'était Ambre. Elle tenait des fleurs bon marché, du genre qu'on achète à la hâte dans une station-service. Ses yeux étaient doux, apologétiques, mais j'avais appris à voir à travers la douceur. Elle pouvait être une arme, tout comme la rage. Elle est entrée dans le salon quand je ne l'ai pas arrêtée. Je ne savais pas qu'il déposait une nouvelle requête, a-t-elle dit. Je le jure. J'ai attendu. Je veux juste qu'on revienne en arrière, a-t-elle ajouté, avant que tout ne devienne si compliqué. Elle s'est assise, a regardé autour de la pièce comme si elle essayait de la mémoriser. Puis, la phrase suivante est venue. S'il y a quoi que ce soit que nous devions signer pour montrer notre soutien, quoi que ce soit pour mettre ça derrière nous, nous le ferons. Et voilà. Elle n'était pas venue pour la réconciliation. Elle était venue pour tâter le terrain. Je suis restée debout. Elle n'a pas bougé. Je sais ce que vous faites, ai-je dit calmement, et je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Cette maison, cette paix, cette vie, je l'ai construite sans vous. J'ai survécu à tout ce que vous et Stéphane m'avez jeté. Et je l'ai fait en silence. Son visage s'est décomposé. Je suis restée silencieuse par respect. Mais ne confondez pas le silence avec la faiblesse. Elle s'est levée aussi, sa voix s'est brisée. Stéphane s'effondre, il ne mange pas. Il perd des clients, il me rejette la faute. J'ai peur. Je l'ai regardé un long moment, puis j'ai dit, non pas cruellement, mais finalement. Ce n'est plus mon fardeau. Elle est partie cette nuit-là. J'ai dormi avec la fenêtre ouverte. J'ai écouté l'océan comme je le faisais avec Jacques. Et pour la première fois depuis le début de tout cela, je n'ai pas eu l'impression de me préparer à un coup.
Je me sentais achevée, pas vaincue, complète. Parce qu'il y a un moment après la tempête où le silence revient, et il n'est pas vide. Il est mérité. Le lundi matin, je pouvais sentir un changement dans l'air. C'était subtil au début, juste la façon dont le quartier semblait plus calme, comme s'il retenait son souffle. Quelque chose approchait, et je savais que ce ne serait pas doux. Morgane a appelé juste après. Rémi dit. Sa voix était calme, mais directe. La date d'audience a été fixée, a-t-elle dit. Ils l'ont fait avancer rapidement. Ils sont confiants. Mais ils ont fait une erreur, Hélène. Une grosse erreur. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je connaissais assez bien Morgane pour attendre. Ils ont soumis des preuves, a-t-elle continué. Des dossiers financiers, des lettres, des emails, des déclarations. Elle a fait une nouvelle pause, laissant le silence souligner ce qui allait suivre. Ils ont falsifié ta signature. Je suis restée très immobile. Elle a expliqué. Les documents que Stéphane et Ambre avaient non déposés prétendaient que je leur avais accordé une procuration pour la fondation, que j'avais transféré le droit de modifier ses statuts. C'était audacieux, imprudent. Ils avaient simulé une réunion entière, un vote du conseil d'administration, et l'avaient même fait notarier. Morgane avait déjà envoyé le dossier à un expert en écriture. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle a également eu un déjeuner discret ce week-end-là avec l'un des notaires qui, selon eux, avait été témoin du document. Il ne se souvenait pas de la réunion. Il ne se souvenait pas de moi, parce que cela n'avait jamais eu lieu. C'était la faille. Et à travers cette faille, tout s'est effondré. Mercredi, le rapport de l'expert était prêt. Non seulement les signatures étaient incohérentes, mais les métadonnées d'horodatage des fichiers PDF révélaient qu'ils avaient été antidatés de manière négligente. Un document était censé avoir été signé dans un café de Saint-Tropez, un endroit qui était fermé pour rénovation à l'époque. Un autre faisait référence à un membre de la fondation qui avait démissionné 3 mois plus tôt. Ils n'avaient pas seulement menti, ils avaient été paresseux. C'est alors que Morgane a agi. Elle a déposé une requête pour fraude et parjure. Elle a soumis le rapport, la déclaration du notaire et une déclaration du président du conseil d'administration de la fondation. Ce n'était plus seulement une réponse, c'était une contre-attaque en règle. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Un jour plus tard, le parquet a pris contact. Il s'avère que tenter de frauder une organisation à but non lucratif enregistrée n'est pas seulement une affaire civile. Cela peut être criminel. Et comme la fondation s'occupait du bien-être des personnes âgées, il y avait une deuxième couche de protection. Un examen automatique avait été déclenché au moment où Morgane avait déposé sa contre-requête. Le bureau du procureur de la République voulait parler. Pendant ce temps, je suis restée silencieuse. J'ai arrosé mes plantes. J'ai fait une tarte aux pommes. J'ai marché sur la plage chaque matin avant le lever du soleil. Mais à l'intérieur, j'ai senti un changement. Plus de colère, même pas de justice, juste de la clarté. Ils avaient y tracé la ligne, l'avaient franchie, l'avaient peinte en rouge, et maintenant, la ville allait voir. L'audience était prévue pour jeudi matin. Je suis arrivée en avance. Je me suis assise au 2e rang, avec Morgane à mes côtés. Le tribunal était modeste, rien à voir avec la télévision, juste de l'air froid, des bancs en bois et le faible murmure de l'anticipation. Stéphane était assis 3 rangs plus loin avec Ambre. Aucun des deux ne s'est retourné. Élise a posé une main rassurante sur mon bras. « Souviens-toi, nous ne te défendons pas seulement aujourd'hui. Nous créons un précédent. » J'ai hoché la tête, reconnaissante de sa clarté. La juge était une femme d'une 60aine d'années, avec des lunettes à monture argentée et une expression qui suggérait qu'elle avait vu toutes les ruses du métier. Elle a examiné les dossiers devant elle, puis a levé les yeux sur la salle d'audience.
Nous sommes ici pour l'affaire numéro 47592 D. Dubois contre Dubois. J'ai examiné les pièces. Commençons par le demandeur. L'avocat de Stéphane s'est levé, un homme avec un costume cher et une confiance étudiée. Il s'est lancé dans son argumentation, expliquant que Stéphane essayait seulement de protéger sa mère âgée d'une influence indue et d'une exploitation financière. Madame la juge, Madame Dubois vivait confortablement avec son fils et sa belle-fille jusqu'à ce que sa sœur, avec qui elle était en froid, apparaisse soudainement et la convainque de déménager à La Ciotat. En quelques semaines, Madame Dubois a créé une fondation qui soustrait effectivement ses biens à son propre contrôle. Nous pensons que cela démontre un schéma de manipulation. La juge l'a interrompu. « Maître, j'ai lu votre requête. Ce que j'aimerais comprendre, c'est pourquoi votre client a tenté de déposer des documents avec des signatures falsifiées. » L'avocat a hésité. « Madame la juge, mon client niait, outre connaissance de documents falsifiés. » Alors peut-être devriez-vous examiner le rapport d'expertise soumis par la défenderesse, a dit la juge en tapotant un dossier. Les signatures ont été analysées par un expert judiciaire. Les métadonnées des fichiers PDF montrent qu'ils ont été créés sur l'ordinateur personnel de votre client. La salle d'audience est devenue silencieuse. J'ai jeté un coup d'œil à Stéphane. Son visage était devenu pâle. La juge a continué. « Avant de poursuivre, je veux être très claire. Ce tribunal prend l'exploitation des personnes âgées très au sérieux, mais il prend également la fraude envers le tribunal avec la même gravité. » Elle s'est tournée vers moi. « Madame Dubois, veuillez vous approcher de la barre, s'il vous plaît. » Je me suis levée, les jambes stables malgré les nerfs qui me nouaient l'estomac. J'ai avancé, consciente de chaque regard dans la pièce. « Madame Dubois, » a dit la juge, sa voix plus douce, mais portant toujours dans la salle. « J'aimerais vous poser quelques questions directement. »« Oui, Madame la juge. » « Avez-vous volontairement créé la Fondation Hélène Dubois? » »« Oui, je l'ai fait. » « Avez-vous cédé vos biens à cette fondation de votre plein gré, sans coercition? » »« Oui, Madame la juge. » »« Et avez-vous, à un moment quelconque, accordé une procuration à votre fils, Stéphane Dubois, concernant la fondation ou ses biens? »« Non, je ne l'ai pas fait. » Elle a hoché la tête, étudiant mon visage. « Madame Dubois, voudriez-vous dire à la cour, avec vos propres mots, pourquoi vous avez créé cette fondation? » J'ai pris une profonde inspiration. C'était le moment, non seulement pour moi, mais pour chaque femme qui avait été réduite au silence, rejetée ou sous-estimée à cause de son âge. Madame la juge, il y a 3 mois, mon fils et sa femme m'ont dit que j'étais un fardeau et m'ont mise à la porte de leur maison pendant une tempête. Je leur avais donné ma maison, celle que je possédais en pleine propriété, celle que mon mari et moi avons payée pendant 30 ans. Je vivais avec une pension fixe qu'ils contrôlaient. Je n'avais nulle part où aller. J'ai fait une pause, m'assurant que ma voix restait stable. J'ai créé la fondation parce que je ne veux plus jamais être vulnérable comme ça, et parce que je veux aider d'autres femmes âgées qui se retrouvent rejetées par les personnes qui devraient le plus se soucier d'elles. La juge a soutenu mon regard un long moment, puis a hoché la tête. « Merci, Madame Dubois. Vous pouvez retourner à votre place. » Le reste de l'audience s'est déroulé rapidement. Élise a présenté nos preuves méthodiquement. Les documents falsifiés, le témoignage de l'expert, les déclarations des membres du conseil d'administration. L'avocat de Stéphane a tenté de soutenir que Stéphane avait agi dans mon meilleur intérêt, mais son argument sonnait creux face au poids des preuves. Quand la juge a finalement parlé, sa décision était claire. Le tribunal ne trouve aucune preuve que Madame Dubois est incapable de gérer ses propres affaires ou qu'elle a été indûment influencée. Au contraire,
Elle semble avoir pris des mesures raisonnables pour se protéger des personnes mêmes qui prétendent la protéger. Elle s'est tournée vers l'avocat de Stéphane. Quant à la question des documents falsifiés soumis à ce tribunal, je renvoie cette affaire au bureau du procureur de la République pour d'éventuelles poursuites pénales. Ce tribunal ne tolère pas la fraude. D'un coup de marteau, c'était terminé. Stéphane et Ambre sont sortis précipitamment, évitant tout contact visuel. Je suis restée assise, absorbant la finalité de tout cela. Dehors, sur les marches du palais de justice, Morgane m'a serré fort dans ses bras. « C'est fini, Hélène, vraiment fini. » J'ai hoché la tête, le soleil du sud chaud sur mon visage. Puis j'ai entendu « Maman ». Je me suis retournée. Stéphane marchait vers moi, seul. Son visage était tiré, plus pâle que dans mon souvenir, sa voix plus douce. « Tu le fais vraiment ?» a-t-il dit. Je l'ai regardé. Cet homme qui avait été mon enfant, que j'avais soigné pendant ses fièvres et à qui j'avais appris à faire du vélo, qui m'avait jetée quand j'étais devenue gênante. « Non, » ai-je dit. « C'est toi qui l'as fait. » Ses épaules se sont affaissées, comme si, pour la première fois, il réalisait qu'il ne pouvait pas me rejeter la faute. « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin, » a-t-il marmonné. J'ai hoché la tête. C'est le problème avec les limites. Une fois que tu les franchis, tu ne décides plus où elles s'arrêtent. Il a semblé vouloir en dire plus, mais sa bouche s'est refermée. Morgane s'est approchée de moi. « On devrait rentrer, » a-t-elle dit doucement. Allô, est-ce que nous nous éloignons? J'ai ressenti quelque chose d'inattendu. Pas de la satisfaction, pas de la justification, mais une étrange sorte de paix. Celle qui vient quand on a affronté sa plus grande peur et qu'on se retrouve toujours debout. Les semaines qui ont suivi l'audience ont été plus calmes que je ne l'avais prévu. Pas d'appel téléphonique dramatique. Plus de visites inattendues. Stéphane et Ambre se sont réfugiés dans le silence. Que ce soit par honte ou par calcul, je ne saurais le dire. Élise me tenait au courant des procédures judiciaires. Le procureur avait décidé de poursuivre Stéphane pour le faux en écriture. Pas des charges graves. Il ne risquait pas la prison, mais assez sérieuse pour que sa réputation professionnelle en souffre. J'étais partagée à ce sujet. Il était toujours mon fils, malgré tout. Mais comme Élise me l'a gentiment rappelé, les conséquences enseignent des leçons que les mots seuls ne peuvent pas. Morgane a suggéré que je bloque leurs numéros, que je les efface complètement de ma vie. Mais je ne pouvais pas faire ça. Pas encore. Peut-être jamais. Le lien entre un parent et un enfant est compliqué, tordu et effiloché dans notre cas, mais pas entièrement rompu. Au lieu de cela, je me suis concentrée sur la fondation. Ce qui avait commencé comme une mesure défensive se transformait en quelque chose de significatif. Les journées communautaires s'étaient étendues à des ateliers hebdomadaires. Nous nous étions associés à une clinique juridique locale pour fournir une planification successorale gratuite aux personnes âgées. Un petit programme de subvention aidait les femmes de plus de 65 ans ayant des besoins de logement d'urgence. Il ne s'agissait plus seulement de protection, il s'agissait de but. Un mardi matin, j'examinais les demandes pour notre programme d'aide au logement quand mon téléphone a vibré avec un SMS de Stéphane. Emma a un récital ce vendredi à 19h. Elle a demandé si mamie pouvait venir. J'ai fixé le message pendant un long moment. C'était le premier contact en près d'un mois. Pas de demande, pas d'accusation, juste une simple invitation. Je l'ai montré à Morgane quand elle est passée cet après-midi-là. « Ça pourrait être sincère », a-t-elle dit, bien que son ton suggère le scepticisme. Ou ça pourrait être une autre façon de se rapprocher. « C'est ma petite fille », ai-je dit simplement. Morgane a soupiré. « Si tu y vas, je viens avec toi. »
Je ne l'aurais pas voulu autrement. Vendredi soir est arrivé. Frais et clair. Morgane nous a conduites à l'école primaire où allait Emma. Le parking était plein de monospaces et de SUV. Des parents se dépêchant d'entrer avec des bouquets et des appareils photo. Nous avons trouvé des places près du fond, nous donnant une vue dégagée, mais nous tenant quelque peu à l'écart. J'ai balayé la foule du égard, repérant finalement Stéphane et Ambre plusieurs rangs plus loin. Ils ne nous avaient pas encore vus. Les lumières se sont tamisées et le récital a commencé. Un défilé d'enfants nerveux, jouant des morceaux de piano simples, certains avec confiance, d'autres avec une terreur visible. Emma était quelque part au milieu du programme quand elle est finalement apparue sur scène dans sa robe bleue. Mon cœur s'est gonflé. Elle ressemblait tellement à Stéphane à cet âge. La même détermination dans la mâchoire, le même léger froncement de concentration entre les sourcils. Elle a joué la lettre à Élise, pas parfaitement, mais avec sentiment. Quand elle a fini, j'ai applaudi aussi fort que mes mains arthritiques le permettaient. Alors que les enfants saluaient, pour la dernière fois, j'ai vu Emma scruter le public. Quand elle m'a repéré, son visage s'est illuminé. Elle a fait un grand signe de la main, attirant l'attention de Stéphane et d'Amber. Ils se sont retournés, m'ont vu, et se sont figés un instant avant d'offrir des sourires crispés. Après le récital, les familles se sont rassemblées dans la cantine pour des biscuits et du jus de fruits. Emma s'est détachée de ses parents et a couru vers moi, jetant ses bras autour de ma taille. « Tu es venue !»« Je savais que tu viendrais. » Je l'ai serrée dans mes bras, respirant l'odeur de son shampoing à la fraise. « Bien sûr que oui. Tu as été merveilleuse. » Elle m'a regardée avec un grand sourire. « Papa a dit que tu serais peut-être trop occupée, mais je lui ai dit que tu ne manquerais pas ça. » Par-dessus sa tête, j'ai vu Stéphane s'approcher lentement, Ambre restant en arrière, près de la table des rafraîchissements. Il avait l'air incertain, comme s'il n'était pas sûr de son accueil. « Emma, pourquoi n'irais-tu pas chercher des biscuits avec Morgane ?» ai-je suggéré. « Je dois parler à ton père une minute. » Elle a hoché la tête et est partie en sautillant avec Morgane, bavardant avec enthousiasme. Stéphane s'est arrêté à quelques pas. « Merci d'être venu, » a-t-il dit sèchement. « Ça comptait beaucoup pour elle. »« Elle compte beaucoup pour moi, » ai-je répondu. « Toujours. » Il a changé son poids de pied, mal à l'aise. « Écoute, maman, à propos de tout ?» J'ai levé la main. « Pas ici. »« Pas maintenant. C'est la soirée d'Emma. » Il a hoché la tête, un éclair de soulagement sur son visage. « Serais-tu d'accord pour qu'on parle un de ces jours? Juste parler ?» Je l'ai étudié. Les cernes sous ses yeux, les nouvelles rides autour de sa bouche. Il avait l'air fatigué, abattu d'une manière que je n'avais jamais vue auparavant. « À une condition, » ai-je dit finalement. « Terrain neutre, et Morgane vient avec moi. »« D'accord, » a-t-il convenu. « Le café sur la corniche le week-end prochain. J'y serai. » Nous nous sommes séparés avec un signe, et de tête maladroit. Rien n'était résolu, mais peut-être qu'une porte s'était entr'ouverte juste assez pour laisser entrer un peu de lumière. Plus tard, cette semaine-là, j'ai reçu une épaisse enveloppe d'Élise. À l'intérieur se trouvait le jugement final du tribunal, rejetant officiellement toutes les plaintes contre moi et confirmant mon droit légal de gérer mes propres affaires. Il y avait aussi un avis indiquant que Stéphane avait accepté une procédure de plaidé coupable pour les accusations de faux, des travaux d'intérêt général et une amende, mais pas de casier judiciaire s'il respectait les termes. Un mot d'Élise était joint. La justice se présente sous de nombreuses formes. Parfois, la plus puissante est la chance de reconstruire.
J'ai placé les documents dans mon classeur et je suis allée me promener sur la plage. L'eau était calme ce jour-là, les vagues clapotant doucement sur le rivage. J'ai pensé à Jacques, à ce qu'il dit. S'il pouvait me voir maintenant. Il m'avait toujours dit que j'étais plus forte que je ne le pensais. Il avait fallu que je perde presque tout pour lui donner raison. Quand je suis rentrée chez moi, un colis m'attendait à ma porte. Pas de mots, juste une petite boîte emballée dans du papier brun uni. À l'intérieur se trouvait une photo encadrée, une que je pensais avoir perdue en quittant la maison de Stéphane. Jacques et moi, lors de notre 30e anniversaire, dansant dans notre jardin, ses bras autour de ma taille, ma tête renversée en arrière dans un rire. Je n'ai pas eu besoin de deviner qui l'avait envoyé. Certains gestes parlent plus que les mots. La rencontre au café a eu lieu. C'était guindé, inconfortable, mais civil. Stéphane s'est excusé, pas pour tout, mais pour assez pour que ça compte. Ambre n'était pas là. Il a mentionné qu'ils prenaient à leur distance, et je n'ai pas insisté pour avoir des détails. Il a posé des questions sur la fondation. Il a semblé sincèrement intéressé quand j'ai décrit notre récent atelier communautaire. Nous n'avons pas discuté d'argent, de propriété ou du passé. Nous avons juste parlé comme des gens qui retrouvent le chemin vers quelque chose qui ressemble à du respect. Alors que l'automne laissait place à l'hiver, je me suis installée dans une routine qui me semblait de plus en plus la mienne. Des promenades matinales sur la plage, du bénévolat à la fondation, des dîners hebdomadaires avec Morgane, des visites supervisées occasionnelles avec Emma et Lucas au parc ou au glacier. Ce n'était pas parfait. La relation avec Stéphane restait fragile, hésitante. Ambre gardait entièrement ses distances. Mais c'était quelque chose. Un nouveau type de famille, construit sur des limites plus claires et une sagesse durement acquise. Un soir, Morgane est venue avec une bouteille de vin et une proposition. « Je pense que nous devrions développer la fondation », a-t-elle dit, en nous servant un verre à chacune. Il y a une propriété près du centre-ville, une vieille maison bourgeoise qui ferait un parfait centre d'hébergement de transition pour les femmes âgées quittant des situations abusives. J'ai écouté tandis qu'elle décrivait sa vision. 5 à 7 résidentes à la fois, chacune avec sa propre chambre, des espaces communs partagés, un conseil sur place et une aide à la planification financière. « Qu'en penses-tu » a-t-elle finalement demandé. J'ai souri. Je pense que Jacques serait fier. Et je pense que j'aimerais être impliquée au-delà du simple financement. C'est ce que j'espérais, a souri Morgane. Nous avons besoin de quelqu'un pour développer les programmes, quelqu'un qui comprend ce que ces femmes traversent. Et c'est ainsi qu'à 73 ans, je me suis retrouvée avec une nouvelle carrière, mi-conseillère, mi-militante, mi-témoignage vivant de la possibilité de recommencer. 3 mois après l'audience, la Fondation Hélène Dubois a organisé son premier grand événement de collecte de fonds au centre communautaire de La Ciotat. Le thème était « Seconde chance » et la salle était remplie de sympathisants, de bénévoles et de bénéficiaires de nos programmes. Je me tenais sur la petite scène, regardant la mer de visage. Certains que je connaissais bien, certains que j'avais aidés à traverser des hivers difficiles, de longs divorces ou des anniversaires solitaires. Certains que je n'avais jamais rencontrés. Mais ils étaient là parce que la Fondation les avait touchés d'une manière ou d'une autre. C'était suffisant. La salle n'était pas luxueuse. Des chaises pliantes, des percolateurs sur des tables en plastique, quelques vieux ventilateurs de plafond bourdonnant au-dessus. Mais les murs étaient fraîchement peints et bordés de photos de nos programmes. Des femmes apprenant des métiers, à des bénévoles auprès des personnes âgées étreignant des patients, des enfants riant à côté de cartons de dons emballés. Je n'avais pas préparé de discours. Je ne voulais pas jouer un rôle. J'ai juste dit la vérité. Cette organisation n'a jamais été une question d'argent, ai-je dit lentement, en faisant une pause pour reprendre mon souffle. Il s'agissait de ne pas être effacé,
de prouver que la seconde moitié de votre vie peut être tout aussi puissante que la première. Peut-être même plus. La salle était silencieuse, attentive. Il y a 6 mois, j'étais sans abri, dormant sous un pont, convaincu que mon histoire était terminée. Aujourd'hui, je me tiens devant vous, non pas comme une victime, mais comme une bâtisseuse de communauté, de but, de seconde chance. J'ai balayé la salle du regard, croisant des visages familiers. Ce qui m'est arrivé arrive aux femmes tous les jours. On leur dit qu'elles sont des fardeaux. On le wire fait sentir qu'elles sont invisibles. On les met de côté quand elles deviennent gênantes. Mais les femmes gênantes changent le monde. Une vague d'applaudissements s'est rapidement tue alors que je continuais. Cette fondation n'est pas mon héritage. C'est notre refus collectif d'être réduite au silence. C'est notre déclaration que l'âge apporte la sagesse, pas la faiblesse. Que les cheveux d'argent ne signifient pas la reddition. J'ai fait un signe de tête vers le fond de la salle où se tenait Morgane, les bras croisés, la fierté évidente dans sa posture. J'ai eu de la chance. J'avais quelqu'un qui m'a trouvé, qui a cru en moi quand je ne pouvais pas croire en moi-même. Mais tout le monde n'a pas une Morgane. C'est pourquoi nous sommes là. Pour être cette bouée de sauvetage, ce filet de sécurité. Cette voix qui dit « Vous n'êtes pas seul, et vous n'avez pas fini ». Les applaudissements ont été plus forts cette fois, soutenus. J'ai levé la main pour les calmer. Avant de finir, je veux partager une chose que j'ai apprise à travers tout cela. Le silence n'est pas la même chose que la faiblesse. Parfois, la personne la plus silencieuse dans la pièce rassemble ses forces, observe, planifie. Ne confondez pas sa pause avec une reddition. Je me suis reculée du micro, submergée par l'ovation qui a suivi. Je ne m'attendais pas à cette réponse, à cette validation, à cette communauté. Alors que la foule se mêlait ensuite, une jeune femme s'est approchée de moi, peut-être au début de la trentaine. Elle s'est présentée comme étant Tiffaine, une assistante sociale du département. « Madame Dubois », a-t-elle dit. « Votre histoire, c'est aussi l'histoire de ma grand-mère. » Seulement, elle n'avait personne pour l'aider. Elle est morte seule dans une maison de retraite où ses enfants l'avaient placée, convaincus qu'elle ne valait rien. Ses yeux brillaient de la âme non versée. « Ce que vous faites ici, c'est important, c'est vraiment important. » Je lui ai serré la main, les mots me manquant momentanément. Après l'événement, les gens sont restés. Certains ont pleuré. Certains m'ont étreinte. Une femme m'a glissé un mot qui disait simplement « Grâce à vous, j'ai demandé la garde de mon petit-fils. » J'ai glissé le mot dans la poche de mon manteau et je suis sortie par la porte de derrière. Le soleil était déjà couché. L'automne s'amenuisait pour laisser place au début de l'hiver. Je pouvais sentir le gel arriver. Quand je suis rentrée à la maison, la lumière du porche était allumée. Morgane avait laissé un plat à gratin près de la porte, avec une serviette collée dessus. « Repose-toi, tu l'as mérité. » À l'intérieur, j'ai allumé la cheminée et je me suis versé un petit verre de vin. La maison, autrefois trop silencieuse, me semblait maintenant un sanctuaire. Le lendemain matin, j'ai planté 3 nouveaux citronniers au bord de mon jardin. Je ne sais pas si je vivrai pour les voir porter des fruits, mais planter quelque chose que vous ne récolterez peut-être jamais est un acte de foi. Pas en vous-même, mais dans le monde après vous. Morgane est venue ce week-end-là. Nous avons bu du thé, ri du reportage télévisé qui avait mal prononcé son nom et parlé d'organiser un atelier d'écriture pour les femmes retraitées au printemps prochain. Les histoires, a-t-elle dit, sont la dernière chose qu'ils ne peuvent pas voler. Quand elle est partie, je suis restée à la fenêtre et j'ai regardé le vent bouger dans les arbres. Le genre de vent qui ne fait pas tomber les choses,
mais qui vous rappellent qu'elles peuvent tenir debout. Au loin, je pouvais voir le centre communautaire où se tiendrait notre prochain atelier, où des femmes comme moi se rassembleraient pour apprendre, partager, reconstruire. J'ai pensé à Stéphane, à Nopé, à Hésitant, vers une nouvelle sorte de relation. Ce n'était pas le pardon, pas encore, mais c'était un mouvement. La semaine dernière, il avait amené Emma et Lucas au parc. Nous avions nourri les canards, parcouru le sentier, parlé de l'école, des choses normales, des choses qui guérissent. Quant à Ambre, j'avais appris par Morgane qu'elle avait déménagé, demandé le divorce. Je n'ai ressenti aucune satisfaction à cette nouvelle, seulement une reconnaissance silencieuse que les actions ont des conséquences, que les schémas se répètent jusqu'à ce que nous les brisions. Mon téléphone a vibré avec un SMS d'Élise. La propriété du centre-ville est à nous. Signature la semaine prochaine. Prête à construire quelque chose de beau? J'ai souri en répondant « Toujours ». Je n'ai pas disparu. J'ai reconstruit. J'ai redéfini. Et je suis restée entière. Si vous vous êtes déjà senti rejeté, effacé ou sous-estimé simplement à cause de votre âge, de votre silence ou de votre gentillesse, sachez ceci. Vous avez toujours le pouvoir de tracer la ligne, de reconquérir votre espace, de planter quelque chose de nouveau. Votre histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer un nouveau chapitre. Et cette fois, c'est vous qui l'écrivez. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Hélène? Avez-vous déjà vécu quelque chose de similaire? Commentez ci-dessous et partagez votre histoire. Je lis depuis Nice ce soir, et j'adorerais savoir de quelle ville vous regardez. Si vous avez apprécié cette histoire, consultez 2 autres favoris de la chaîne. Ma fille a volé mon héritage, puis le karma a frappé, et j'étais la bénéficiaire secrète du testament de mon mari. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans la prochaine vidéo.